Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. François Hollande veut passer à l'offensive pour l'an 2 de son quinquennat. Le président français l'a dit dans une conférence de presse de plus de 2 heures à l'Élysée jeudi. Chômage, retraite, initiative européenne. Son discours fut celui d'un social-démocrate, mais le président assumera-t-il jusqu'au bout les réformes promises à Bruxelles? On en parle avec Bernard Maris, membre du Conseil de la Banque de France, que j'ai le plaisir d'accueillir tous les mercredis face à Philippe Manière dans le duel de l'écho, et chroniqueur à Charlie Hebdo. On vous retrouve toutes vos chroniques, Bernard, de 2005 à aujourd'hui dans un livre qui vient de sortir aux éditions Les Échappés, Charlie Hebdo. Bonjour Bernard, merci vraiment d'être avec nous. D'abord pour commenter cette conférence de presse de François Hollande, on va écouter tout de suite le président de la République et je vous fais réagir. J'ai bien conscience qu'il y a la récession, il y a le chômage qui progresse, il y a les résultats qui se font attendre. Et ce qui importe aux Français, si je puis dire, c'est maintenant. Donc l'an 2, celui qui s'ouvre aujourd'hui, ce doit être l'offensive. Alors l'offensive, le mouvement, ça c'est du vocabulaire un peu nouveau pour François Hollande. C'est l'homme d'action qui répond finalement quoi? À la critique sur l'immobilisme, à la critique contre le président mou. Est-ce que c'est une nouvelle phase? Soldats de l'an 2, espérons. Je ne sais pas s'ils vont gagner les batailles comme les soldats de l'an 2. Oui, c'est peut-être une nouvelle phase. Et apparemment, il n'y a pas eu quand même de grandes nouveautés dans ce qui est annoncé, mais il faut l'écouter un peu entre les mots ou le lire entre les lignes. Une posture social-libérale peut-être? Oui, il a dit des choses très importantes. Et à mon avis, il le fera. Il a dit notamment sur les retraites quelque chose qui relèverait de l'égalité, c'est-à-dire que les régimes spéciaux, les régimes des fonctionnaires ne serait plus différent des autres régimes. Il a dit qu'il allait harmoniser. Qu'il allait harmoniser. Il le fera. Et à mon avis, il le fera. Difficile. C'est extrêmement difficile. Alors, à mon avis, il ne va pas changer le régime des retraites des fonctionnaires aujourd'hui. Mais il va annoncer que tous les fonctionnaires qui désormais sont embauchés dans la fonction publique auront sans doute un régime qui sera aligné sur les autres. Ce qui est quand même une révolution en France. C'est quand même une révolution. Donc, moi, j'ai noté ça. J'ai noté aussi l'initiative européenne, j'y crois pas trop. C'est quand même, franchement, ça dépend pas de lui. Si ça dépendait que de lui, il la ferait évidemment. L'initiative européenne avec volonté de créer un gouvernement économique européen. Bon. Alors ce n'est pas nouveau, mais là il remet là-bas. Il tend la perche aux Allemands en disant voilà, bon, vous voulez pas des eurobonds, mais est-ce que vous voulez une harmonisation fiscale? Est-ce que vous voulez une discussion budgétaire commune? Est-ce que vous voulez une participation systématique des ministres des uns et des autres au Conseil des ministres? Bon. Il va le proposer à Angela Merkel la semaine prochaine, a-t-il dit? Bon. Qu'en pensez-vous? Là, je pense quand même qu'il lui tend vraiment la perche. Elle va dire non, oui. Elle va dire ou elle va hésiter, elle va attendre. Bon, à mon avis, elle attendra jusqu'aux élections. Mais enfin, c'est quand même elle. La balle est dans son camp et il la met quand même un petit peu devant le fait accompli. C'est vous qui allez faire capoter la relance en Europe. Si l'Europe s'enfonce dans la récession, ce sera de votre faute. Donc ça, j'y crois pas trop, mais c'est quand même politiquement assez bien joué. Puis le dernier point, bon, c'est quand même, espérons que ces fameux outils, sa boîte à outils qu'il a mise en place, les CICE, la BPI, etc., vont commencer à donner des effets. Contre le chômage. Contre le chômage. Et parce qu'il s'est engagé encore à verser à couvrir le chômage avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. C'est-à-dire que si ça monte jusqu'à novembre, si ça baisse en novembre, il dira qu'il aura inversé la courbe du chômage, qu'il aura stabilisé, de même qu'il a stabilisé la dépense publique. Il a fait remarquer qu'il avait stabilisé la dépense publique. Vous pensez que le chômage, c'est possible avant la fin de l'année, d'inverser cette courbe avec les contrats de génération, 75 000, dit-il, emploi d'avenir, la réforme de la formation professionnelle? Pour l'instant, ça ne marche pas trop. Ces contrats d'avenir et les contrats de génération, ça ne marche pas trop. Qu'est-ce qui marchera avant fin 2013? Il y aura quand même, il faut espérer qu'il y aura une montée en puissance de ces contrats d'avenir, des contrats de génération. Enfin, surtout des contrats d'avenir, ça c'est sûr, puisqu'il les a élargis désormais au privé. C'est-à-dire que ce n'est plus uniquement les associations et les collectivités territoriales qui vont... 100 000 emplois maximum. Voilà, 100 000 emplois, bon, enfin, c'est déjà ça. Est-ce que il y a quand même un effet d'annonce sur les charges sociales qui vont diminuer de 4% cette année, 6%, c'est quand même pas rien. Via le crédit d'impôt. Voilà, 6% l'année prochaine, c'est quand même pas rien. Donc ça devrait, bon, cela dit, on voit que le taux de marge des entreprises bouge pas, il a toute tendance à baisser en ce moment, que l'Europe est en récession, que l'Allemagne elle-même ne repart pas vraiment. Donc il faut s'attendre encore à une année prochaine de stagnation. Donc entre la parole et les actes, il y aura une marge.
Il y aura une marge. Alors, le journal d'un économiste en crise, qui reprend vos chroniques, Oncle Bernard, Bernard Maris, chronique sur Charlie Hebdo. Alors, vous revenez avec humour sur toutes les absurdités de la crise et bien sûr sur les politiques menées contre la crise depuis 6 ans, parce qu'il s'agit de 6 ans de crise, depuis octobre 2008. Alors, vous reparlez de Zoro Paulson. Paulson, c'est Hank Paulson, le secrétaire américain au Trésor, qui nationalise ses banques juste après la faillite de Lehman Brothers. Alors qu'en Europe, eh bien, c'est le chacun pour soi. Donc, c'était intéressant que vous le disiez déjà à l'époque. Et l'Europe crève, je vous cite, les Allemands veulent couler l'Europe. L'Europe est morte un samedi 4 octobre 2008 à Paris à cause de Madame Merkel. Après la peur, les larmes, ça commence déjà mal en 2008. Oui, ça commence très mal parce que Madame Merkel, je me souviens, c'était un 4 octobre, elle dit, eh bien, il faut que chacun, au fond, balaye devant sa porte et chacun va se débrouiller chez soi. Et elle met à ce moment-là, de son côté, elle met... Après, les Irlandais qui avaient décidé de garantir les dépôts à une hauteur phénoménale, ce qui fait que, bon, tous les autres pays sont obligés de suivre, c'était pas du tout concerté. Elle décide de mettre 24 milliards pour sauver ses banques, de son côté, sans concertation avec la France. C'est-à-dire qu'elle dit, je vais me débrouiller toute seule, et vous, chacun se débrouille toute seule. Donc ça veut dire, OK, il y a la crise, et on ne joue pas coopératif, on joue chacun pour soi. Alors que les Américains, par définition, puisque c'est un État fédéral, sont bien obligés de la traiter dans son ensemble. La crise, ont nationalisé. Ils ont nationalisé Fannie Mae et Freddie Mac, les rehausseurs de crédit. Donc, de ce côté-là, ils l'ont traité massivement. Ils ont envoyé de l'argent du côté des ménages. Il y a eu une relance, si je puis dire, une gestion absolument collective et fédérale de la crise. L'Europe aurait pu essayer de faire la même chose. Elle a choisi de ne pas le faire. Et c'est vrai, moi je jette la pierre à l'Allemagne, c'est vrai que c'est les Allemands qui, par cette décision, disent il faut que chacun se débrouille de son côté. Alors, faire que tout change pour que rien ne change, ça vous le dites dans une de vos chroniques, et ça, ce serait la méthode Nicolas Sarkozy. Oui, c'est une phrase du Guépard, ça, quand le prince Salinas dit, bon, il y a la révolution, d'accord, il y a la révolution, on va faire bon semblant de tout changer, comme ça, rien ne changera, on va donner du pouvoir à tout le monde et personne n'aura le pouvoir. Le film Le Guépard. Le film Le Guépard, et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tout à coup, on s'est agité dans tous les sens, contre les paradis fiscaux, que sais-je, contre les banques, contre le système financier qui était absolument... Et puis, en s'agitant de tous les côtés, en changeant tout de tous les côtés, on n'aurait absolument rien changé. Et c'est vrai que vous êtes aujourd'hui 5 ans plus tard. Oui, c'est ça, 5 ans plus tard, la question des paradis fiscaux se repose de façon éclatante. C'est vrai qu'on est allé vers un BAL 3, c'est-à-dire vers des conditions de stabilité des banques un petit peu plus fortes, mais le système bancaire n'a pas changé, on n'a pas modifié, on n'a pas séparé les banques de dépôt et les banques d'affaires. Donc on a dit on va tout changer, on va tout révolutionner, c'est fini, on se réunit, vous voyez comme on s'agite. Et en s'agitant, on a fait que finalement, rien n'a changé. On ne change rien. Alors toujours sur la crise, dans une de vos chroniques que vous appelez Michel, vous parlez de Michel Rocard. Alors là, il faut que je lise le morceau choisi parce que j'ai trouvé ça très drôle. Michel Rocard, le meilleur, le digne fils de Mendes France. Il accorde à JQ, écrivez-vous, une extraordinaire interview. Michel a compris l'essence de la crise financière. Le système est madophisé jusqu'au trognon. Entre parenthèses, il ne le dit pas exactement comme ça. En fait, la crise financière est une vaste chaîne de Ponzi à l'échelle mondiale. Il fallait de plus en plus de niais, entre parenthèses, des types qui croyaient à la bourse, aux fonds de pension, aux placements mirobolants proposés par Bouton, l'ancien patron de Société Générale, pour payer les nigauds entrés précédemment dans la chaîne. Quand on n'a plus eu de cons, on est allé chercher les noirs de Louisiane, ça a donné les subprimes. Comme ensuite, il n'y avait plus rien à endoffer, entre parenthèses, il ne le dit pas exactement comme ça, le système s'est cassé la gueule. Alors effectivement, Michel Rocard ne le dit probablement pas exactement comme ça, mais la crise, d'après vous, c'est un système madophisé qui a finalement dégringolé. Une excellente analyse de la crise. C'est-à-dire que... C'est la vôtre, donc... Oui, non, mais c'est l'analyse de Rocard. C'est l'analyse de Rocard, mais dite par Bernard Maris. Je ne sais pas s'il l'avait lu dans Charlie Hebdo ou s'il l'a... Bon. Mais ça veut dire qu'il s'est construit dans les années, on va dire, il y a 7-8 ans, il y a 10 ans, une chaîne de Ponzi phénoménale au niveau mondial. C'est-à-dire la cavalerie, de la cavalerie, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de crédits, et pour que tenir, il faut qu'il y ait de plus en plus d'entrants dans la chaîne qui permettent de rembourser les précédents. C'est la chaîne de Ponzi, c'est le système Madoff. Et ça marche très très bien tant qu'il y a des crétins qui arrivent derrière. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus de crétins, on a tout épongé. On est allé racler, si je puis dire, les derniers, les survivants, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas du tout d'argent, en leur promettant des crédits fondés sur la hausse du patrimoine immobilier. Puis il y a eu la bulle immobilière qui fait que finalement ils n'ont pas pu rembourser. Et le système s'est effondré comme un château de cartes, comme s'effondre une chaîne de Ponzi. Et c'est vrai que le crédit n'a pas été du tout fondé sur la production. Normalement, le crédit suit la production. Mais le crédit avait vraiment dépassé la production
et s'auto-engendrer d'une certaine manière, à la manière d'une chaîne de Ponzi. Donc je trouve que l'analyse de Rocard, elle était fabuleuse. Moi. Alors une chose également, vous mentionnez les pigs, hein, ces fameux, alors le Portugal, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, Spain, du S, l'Islande, qui signifie, je vous cite, cochon en anglais, bien sûr, pauvre animal si sympathique, si doux, si joli, et qu'on l'utilise pour désigner la saleté ou l'ignominie, c'est le cochon d'endetté. C'était le cochon d'endetté, et le cochon d'endetté, c'était le pays du Sud, quoi. C'était le grec, c'était le portugais, c'était l'espagnol, c'était l'italien, et puis le français aussi, qui était à la limite pas très propre. Vous savez que les anglo-saxons ont quelque chose de problématique avec l'odeur et la propreté des Français et des pays du Sud en général. Donc de ce côté-là, les pigs, c'était quand même une vieille revanche des pays anglo-saxons propres et sains, protestants, contre les pays du Sud, catholiques, et un petit pas très 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 propres, quoi. Et c'est vrai que c'était le cochon d'endetté, au fond, qui avait profité, soi-disant, de l'endettement. Mais finalement, on est allé lui proposer des crédits, le pauvre cochon. On est allé le gonfler, on est allé le grossir de façon extraordinaire, et puis bon, il était prêt pour... Donc le créditeur, finalement, c'est quel animal si c'est pas un cochon? Si c'est pas un cochon, le créditeur, je sais pas ce que ce serait comme animal. Ce serait plutôt, disons, un vautour, voilà. Oui. Le vautour et le cochon. Merci beaucoup Bernard Maris. C'est donc Journal d'un économiste en crise. Oncle Bernard, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'Écho. Restez avec nous.